Salut à tous, bienvenue dans ce Wingmaster débrief. Vous en avez l'habitude, c'est rendez-vous chaque semaine. Cette semaine, c'est un contenu enregistré. D'habitude, c'est en live avec le chat. Vous pouvez quand même poser vos questions hein, et Jérôme, votre expert Wingmaster, répondra à vos questions a posteriori puisque c'est un contenu enregistré. En tout cas, Jérôme, il est là. Salut Jérôme. Salut Seb, salut à tous, bienvenue. Bon, merci une nouvelle fois d'être présent pour ce Wingmaster débrief. Avant qu'on commence sur une thématique hyper importante qui est la révision des voiles, Jérôme, et tu vas nous expliquer ce que tu as fait. Tu es allé voir tu es allé voir une personne qui fait des révisions de voiles à Saint-Île. Jérôme, juste quelques mots sur la masterclass Wingmaster pour les gens qui ne connaissent pas. Wingmaster, on a fait, si vous allez voir sur le site wingmaster.top, on a fait une encyclopédie du parapente en vidéo, enfin surtout toi, tu es en vol avec jusqu'à 8 caméras et tu nous expliques toutes les techniques du parapente. C'est ça qui est incroyable, c'est la première fois au monde qu'il y a un produit comme ça qui est proposé. Voilà, c'est la première fois qu'on peut présenter une masterclass complète en vidéo, en visuel, et j'ai voulu partager avec vous ma manière de voler, ma manière d'apprendre, tout ce que j'aime faire en parapente. J'ai voulu mettre ça dans une vidéo longue de plusieurs épisodes, du pliage jusqu'au gonflage, jusqu'aux incidents de vol, etc. Tout en vidéo, comme j'aime voler, quoi, et partager ça avec vous. Ouais, et ce qui est intéressant dans cette masterclass, c'est que c'est pas un cours de parapente, hein, c'est surtout pas un cours de parapente, c'est-à-dire que alors toi tu es instructeur certes, mais c'est les techniques de quelqu'un qui vole depuis 30 ans, hein, c'est ça qui est intéressant à voir, c'est pas, tu donnes pas, il faut faire comme ça, il faut faire comme ça, c'est voilà moi comment je vole, voilà quand il y a un incident de vol, comment je le gère, c'est tu montres tes techniques à toi, c'est ça. Tout à fait, c'est pas une technique universelle, mais je montre comment moi je mets en place mon vol en parapente, comment je le prépare, comment je le gère, etc. Et on propose ça comme un complément à votre formation que vous allez faire en école, etc. Soit parce que vous commencez à apprendre à voler, ce sont vos premiers stages, soit vous avez déjà de l'expérience depuis longtemps, mais il y a longtemps que vous n'êtes pas remis un petit peu au goût du jour sur des techniques actuelles de descente rapide, de gonflage, parce que le matériel évolue et les techniques évoluent. Et Donc, je vous montre ça, comment eh moi ben, je fais, quoi. voilà, et c'est unique. Allez voir sur le site wingmaster.top, profitez de cette fin de saison. Et puis pour l'hiver, vous avez 11 heures de vidéo, 21 épisodes, il y a toutes les techniques. Vous allez revoir des choses, vous allez apprendre des choses, même si vous volez depuis 10 ans. C'est génial. Tout le monde, tous les gens qui ont acheté Wingmaster sont vraiment très contents. Merci Jérôme, en tout cas, voilà, de nous avoir présenté la masterclass, wingmaster.top. Allez-y. On va parler maintenant directement entrer dans le vif du sujet. Aujourd'hui, on parle de révision de voile parce que c'est la fin de la saison, c'est peut-être l'occasion d'aller faire réviser sa voile parce qu'on a envie de la vendre ou peut-être même parce qu'elle a une certaine durée, une certaine vie. Quand est-ce qu'on fait réviser sa voile, Jérôme ? Alors, on peut faire réviser sa voile pour plusieurs critères, simplement parce on a beaucoup volé avec, ou on arrive à l'échéance de révision qui, en général, quand la voile est neuve, c'est au bout de 2 ans, en général, où on va mettre le nez dedans, ou 100 heures de vol, un des premiers critères atteints, ou parce que, par exemple, on souhaite la vendre, sa voile, pour en changer plus tard, soit parce qu'on souhaite acheter une voile, donc on a besoin d'un certificat de révision pour savoir un peu où en est la voile, au niveau de sa résistance globale, en fait, au niveau de son état global. Et donc, on va dans un endroit où l'on fait réviser des voiles. Il y en a quelques-uns en France, ils sont pas nombreux. Toi, tu es allé visiter Wing Shop, c'est à Saint-Hilaire-du-Touvet, c'est pas loin de là où tu habites, c'était plus facile, de là où tu voles. Ce sont des endroits particuliers, on peut pas faire réviser sa voile partout, hein, c'est ça, Jérôme. Mais oui, il faut faire réviser sa voile dans des ateliers de révision de voile dans lesquels il y a des contrôles de voile, des réparations de voile. Il peut y avoir aussi du pliage de secours, de la révision de sellettes, voilà, un ensemble de choses qui révisent, qui contrôlent votre matériel de vol. Voilà, et moi j'étais à Saint-Hilaire chez Wingshop, qui est un atelier qui existe depuis pas mal d'années maintenant, mais il y a pas mal d'ateliers en France. Il y en a dans le nord, on avait parlé de Hervé Gavé, il y en a dans le sud, il y en a avec Laurent de Parapente Sud, je crois, il y a Soring, je crois, dans les Pyrénées, il y a près d'Annecy, il y a Certica, il y a Ripper, donc il y a pas mal d'ateliers de révision de voile, et vous allez dans l'atelier en général qui est proche de chez vous, ou parce que vous avez des affinités, etc. Vous connaissez les gens qui y travaillent, voilà.
Et l'idée, c'est que généralement, on donne sa voile et on voit pas ce qui se passe. Là, tu as eu envie de nous montrer un petit peu les coulisses. Tu nous l'avais déjà expliqué dans un précédent live, un petit peu comment ça se passe. Mais là, tu as pris ton téléphone et tu vas nous montrer, là, dans quelques secondes, comment on fait des révisions concrètement. Qu'est-ce qui se passe, hein. C'était ça, tu avais envie de faire ça, de nous faire partager vraiment les coulisses de la révision. Voilà, ce qui se passe en général, c'est quand on a sa voile, on appelle l'atelier et on lui dit: «Voilà, quand est-ce que tu peux réviser ma voile?» On vous donne une période en fait pendant laquelle vous pouvez laisser votre voile et vous la récupérez révisée. Si tout se passe correctement, vous récupérez votre voile avec un certificat de révision dans lequel il y a différents critères en fait, de la voile, le tissu, les suspentes, le calage et cetera. Vous choisissez au départ quel type de révision vous souhaitez, peut-être une révision simple, une révision intermédiaire, une révision plus globale. Voilà, les tarifs vont être différents parce que le temps passé à regarder votre voile va augmenter et vous récupérez le certificat de voile. Peut-être que ce qui est résumé dessus est suffisant pour continuer. Voilà, votre voile est en bon état, vous continuez à voler, vous reviendrez l'année prochaine ou après 50 heures de vol. Oui, il peut y avoir des critères, de retour plus précis, vous revenez dans 50 heures de vol et cetera. Voilà et donc oui, on ne sait pas trop ce qui se passe, sauf si on s'y intéresse et là, on a voulu montrer un peu plus en détail, un peu ce qui se passait concrètement quand vous laissez votre voile et on va montrer pas ce qui se fait dans tous les ateliers parce que chaque atelier a un petit peu sa spécificité, on J'imagine. va dire, son image et cetera et là, j'ai été voir chez Wingshop, des gars, compétents que je connais parce qu'en plus ils habitent pas loin et où je vais laisser mes voiles aussi à faire recaler et cetera, ouais. Écoute, ce qu'on fait, on regarde directement le premier petit extrait. Ouais, OK. C'est d'ores et déjà, bah voilà, tu as amené. Alors, on va dire que c'est comme si tu avais amené ta voile. Hein, c'est pas la tienne, mais voilà, tu amènes une voile et on va regarder la première étape, ce que l'on fait tout d'abord lorsque on reçoit dans un atelier une voile. Et puis après, tu nous commandes ça. On fait un petit retour une fois qu'on a regardé la vidéo. Jérôme, je vous laisse découvrir la C'est première parti. étape quand la voile arrive à l'atelier. Donc voilà, on est à côté d'une voile Philippe qui va commencer tout son processus de révision. Et là, voilà ce que tu m'as dit, on commence par lire le sticker de la voile pour savoir ce que c'est. Voilà, donc la première chose qu'on va faire, c'est d'identifier la voile proprement et donc on va se référer au sticker de la voile et uniquement au sticker. On ne prendra pas d'informations et on n'enregistrera pas d'informations qui viennent du pilote, comme par exemple le nombre d'heures de vol ou autre, qui pourraient être subjectives, qui pourraient être fausses. Donc nous, on va simplement enregistrer ce qu'on retrouve sur un sticker. Donc ici, une LBGD Dual 2 en taille 38. D'accord. Ce qui va m'intéresser, c'est la plage de poids. Hein, donc qui peut aller jusqu'à 200 kg. Pour les ruptures de suspente, ça donnera une valeur de référence. Ouais. Qui pourra nous permettre de calculer, on en parlera, je pense, les ruptures, les seuils de rupture. Et puis, très important, son numéro de série. Voilà. Avec la date de production, en fait. Alors, qui est liée à ça, je sais pas. La date de production, on l'a, voilà, date of first use, jamais enregistrée. Donc, en général, en fait, on l'a pas. Et du coup, je mets pas de date, en fait. On pourrait imaginer que cette telle date de 2019 parce que je vois, mais ça je ne le note pas. Sur le test d'homologation, parce que je suis pas sûr que ça corresponde vraiment à l'année. Elle peut être produite après. Et peut-être après, on peut le retrouver avec le numéro de série de la voile si besoin. Alors, aujourd'hui, si on rentre un peu plus sur l'aspect gestion, on va avoir deux pivots en fait qui vont nous servir pour retrouver les informations liées aux voiles. C'est la voile et c'est le numéro de série. Le numéro de série il va nous permettre de retrouver un historique en fait de cette voile-là, quel que soit en fait le propriétaire. Et par contre, la voile, c'est-à-dire en fait la marque avec le type de voile et la taille, donc une BGD Dual 2 en 38, ça va nous permettre de récupérer l'ensemble des informations liées en fait à cette voile-là. Donc après, le processus en fait, donc je mets en place un processus de révision, on va dire ça, on va appeler ça un protocole qui m'a fallu pas mal de temps pour construire. J'ai pratiquement mis 3 ans pour le mettre au point. Qui a pour objectif finalement de limiter au maximum en fait le risque d'erreur et donc en fait de multiplier le nombre de double ou triple contrôles, de contrôles en fait pour faire la même chose. Voilà. Donc c'est un processus qui est extrêmement rigide et qui est systématique, quelles que soient les ailes. Que ce soit un biplace ou un monoplace et quelles que soient les évolutions du plan de suspentage, que ce soit des ailes en fait ultralight ou des ailes standards,
Peu importe, je vais toujours appliquer le Donc même ton type de protocole est très processus. structuré, très rigoureux. Une fois que le matos a été enregistré, Voilà. tu vas commencer ton protocole de révision. Je vais commencer un protocole de révision qui va pouvoir se faire à plusieurs D'accord. et différer dans le temps également. Donc il est au moins en 2 étapes. Il y a une première étape de préparation et une deuxième étape de reconstruction de la voile, de remontage de la voile et de calage. Ok. Voilà, Jérôme, on a vu la première étape, en quoi ça consistait. Il y a déjà toute une identification et ensuite, là, vont commencer les premières étapes pour la révision. Hein. Il y a quasiment de l'investigation par moment pour savoir. Il faut avoir récupéré toutes les données constructeurs, c'est hyper important. Hein. Alors l'investigation peut évoluer parce que peut-être que cette voile a déjà été testée dans cet atelier, donc il y a un historique en fait sur la voile, donc la voile peut-être revient pour la 2e ou la 3e fois. Et ce que te disait Philippe, c'est qu'il n'y a pas de base de données nationale. Hein. On ne s'échange pas les infos. Donc, si elle a été révisée ailleurs, il n'a aucune info. Il recommence. Voilà, exactement. Alors, il peut avoir, mais en fait, ça ne se fait pas trop. Si vraiment ça coince, les échanges peuvent être faits si, par exemple, c'est d'anciens modèles, pour avoir certaines données de modèles qui sont très anciens, etc. Et là, il peut y avoir des discussions entre les ateliers pour essayer de récupérer si les marques n'existent plus, par exemple, essayer de récupérer des dossiers, des données techniques. Et donc là, on voit bien qu'il y a un enregistrement, on va dire, administratif dans l'atelier de la voile. Il y a aussi, là, on peut rajouter que le client, en fait, le pilote, a choisi le type de révision qu'il voulait, soit une révision standard, soit une révision intermédiaire, où il y a les révisions intermédiaires et les révisions complètes vont prendre plus de temps parce qu'il y a un contrôle visuel de beaucoup plus de points. Pas obligatoirement des contrôles techniques ou des essais de rupture, etc., mais un contrôle visuel, par exemple, de toutes les suspentes, des contrôles visuels de tout le tissu intrado, extrado, un contrôle visuel de toutes les pattes d'attache, etc. Donc, comme ça c'est du temps passé, on appelle ça des révisions complètes qui sont facturées plus cher. Les fourchettes de prix sont en gros entre 120 et 200 € pour les révisions, 100, 120, 130 la première, 160 les deuxièmes, 200 les complètes, parce que ça prend beaucoup de temps en fait. Voilà, pour vous donner une fourchette de prix. Et puis c'est en fonction de l'usage de sa voile, j'imagine, de l'endroit où tu le fais, du nombre d'heures de vol que tu voles, etc. Et voilà, sur le choix du type de révision, voilà, si c'est des révisions qui sont régulières, avec une utilisation, on va dire, standard, qui sont des utilisations de gonflage, des utilisations de vol, s'il n'y a pas eu d'incident particulier, on met la voile dans un buisson, il y a des petits trous, etc., on peut orienter le choix de la révision. Parce que Philippe, chez Wingshop, là qui est le gérant de la boîte, lui, il y a vraiment un contact avec le pilote qui est très important, parce qu'il considère que le pilote a une grosse part de responsabilité du vieillissement de sa voile et surtout de la connaissance de sa voile. Il sait comment sa voile se comporte, le pilote doit être responsable, au moins tenir compte des changements de comportement de la voile, au gonflage, en virage, pour avoir une idée comment sa voile vieillit ou comment elle vieillit, ça c'est important. S'il a mis dans des buissons, s'il y a des micro-trous, il pourrait très bien arriver en disant voilà, je veux un contrôle simple par exemple, mais ma voile a fini, il y a plein de micro-trous d'un côté, donc ça va permettre à l'atelier d'investiguer peut-être un petit peu plus. Voilà, déjà, il y a une démarche, j'allais dire, psychologique avec le pilote aussi. C'est pas que la voile, un objet inerte, c'est qu'on veut savoir un petit peu comment la voile a volé. Il y a un matériel et une relation entre l'atelier de révision et le pilote, en fait. Voilà. Bon, je te propose qu'on avance, Jérôme, et que justement, là, on rentre vraiment dans le vif du sujet. La voile a été réceptionnée. Donc, premiers essais, on regarde ça. Les premiers tests qui sont effectués avec un appareil particulier. On va découvrir encore une fois les coulisses de la révision. Là, c'est assez étonnant. Regardez ça, on se retrouve tout de suite après. Là, je vais poser un porosimètre. Voilà, donc le porosimètre, en fait, il a un petit cylindre ici. D'accord. Qui vient tirer vers le bas. Donc, en fait, on a une force qui est exercée d'aspiration. Ici, en fait, on a un plateau qu'il faut bien surveiller, qui garantit l'étanchéité, en fait. Donc là, on peut faire des tests réguliers d'étanchéité. C'est ce que demande, par exemple, JDC aujourd'hui, pour vérifier finalement le bon fonctionnement. JDC, c'est l'appareil. C'est le fabricant. Voilà, c'est le fabricant. Cet appareil est normé, en fait. Il y a plusieurs appareils. Il y a 2 ou 3 types d'appareils. Mais là, il y a une grosse majorité des ateliers qui utilisent en fait cet appareil, le JDC.
On va poser. Voilà, on pose ça sur le tissu. Donc là, tu as choisi l'extrado plutôt vers le bord d'attaque, puisque c'est une partie qui est plutôt très sollicitée. Voilà. Si on rentre vraiment dans le détail, on peut se questionner. Faut-il mesurer dans ce sens-là ou dans l'autre sens? Oui. Parce que l'induction, en fait, elle est plutôt à l'intérieur et non pas à l'extérieur. Donc, on peut considérer qu'avec l'épaisseur du tissu, on pourrait avoir une fuite. C'est possible. Moi, je le mesure comme ça. C'est peut-être pas la meilleure solution. Mais le fait de faire toujours la même chose, ça te donne des bonnes valeurs moyennes et cohérentes. En fait. Voilà. Sur la porosité, on pourrait en discuter vraiment pendant 1 heure. Ouais. La récurrence des mesures, elle n'est pas si simple que ça, parce qu'il suffit de se déplacer de 5 cm parfois pour avoir des valeurs différentes. On prendra une moyenne. Des micro trous dans le tissu qui pourraient. Voilà. Alors, je fais quand même attention. Là, on va mesurer en fait, finalement, un débit d'air. D'accord. Qui va passer à travers cette surface, d'accord, par aspiration, liée en fait par gravité. Tout à fait. Ok, donc là j'ai mon. Et on va mesurer un temps en secondes. Alors du coup, elle s'est restituée ça sous forme d'un temps. D'accord. Voilà. Du coup, je vais descendre en fait le cylindre ici, et là je vais attendre en fait. C'est parti. Donc voilà. Là, on voit le et quand cylindre. Il arrivera, donc on voit en fait qu'on a un temps qui va s'écouler. D'accord. Et mon cylindre, quand il arrivera en bas, va arrêter en fait mon chronomètre ici. D'accord. Voilà. Et on va restituer du coup quelque chose qui n'a pas de sens physique, puisqu'on va restituer des secondes, alors qu'on mesure un débit. D'accord. Donc on pourrait restituer un débit. Oui. On saurait très bien le calculer. C'est juste une règle de 3. Pour l'instant, on restitue des secondes. C'est facile à comprendre, sachant que l'important, c'est de connaître quels sont les seuils et finalement. Quelle est l'incidence? Là, par exemple, là, on vient de faire une mesure, on est à 157 secondes, c'est quand même plutôt un très bon état, c'est un bon état, mais c'est vrai qu'au-dessus de 200 secondes, j'arrête plus, je regarde plus et puis je note 200 secondes. Ok. Maintenant, en fait, sur les seuils bas, les seuils sont différents selon les constructeurs. Ça peut aller, la réforme, c'est pas véritablement une réforme. Moi, je suis pas là pour sortir une aile du marché et juste dire qu'en fait, la seule chose que disent les constructeurs et que finalement je veux dire, c'est le tissu est très usé, d'accord. Ou alors, en fait, l'aile est inapte au vol, arrêtez de voler avec. Ça, c'est certains constructeurs qui demandent, en fait, qui considèrent que l'aile est inapte au vol. Donc, cette valeur de réforme ou de seuil critique, on va plutôt parler de seuil critique de sécurité, plutôt qu'une valeur de réforme, elle tourne à 5 secondes, 10 secondes, 15 secondes, voire 20 secondes, selon les constructeurs. Icaro, à un moment, publiait 20 secondes, je ne sais plus qui, 5 secondes, Nova doivent être à 15 secondes. Bon, moi j'ai fait une valeur de réforme à 10 secondes. Voilà. Mais la vraie question, c'est comment on la calcule, parce qu'est-ce que c'est un point de mesure qui est en dessous de 10 secondes, ou est-ce que c'est une moyenne, et est-ce que c'est une moyenne linéaire, est-ce que c'est une moyenne pondérée? Voilà. Moi je considère, dans mon interprétation derrière, d'abord je vais prendre une moyenne des valeurs, et donc en fait une valeur spécifique, il ne faut pas trop lui attacher d'importance, c'est l'ordre de grandeur de la porosité qui est importante. Et la deuxième chose, c'est que je vais considérer que les demi-ailes sont plus importantes, 2 fois plus importantes que le centre et 3 fois plus importantes que les plumes. Par exemple, c'est là ta pondération. C'est là ma pondération. Pourquoi plus importante que le centre? Ça paraît peut-être pas forcément tout à fait logique. Logique, exactement. Bah, simplement que souvent, en fait, on va voir sur le centre une valeur qui va être plus basse que les autres, parce que l'aile, à force d'être repliée, etc., en fait, les caissons centraux sont plus sollicités, ils frottent un peu plus, etc. Et du coup, on a une valeur qui parfois est atypique. On peut vraiment avoir un gros écart. Je peux très bien avoir un caisson au centre qui va être à 40 secondes quand tout le reste est à 200. Ça peut arriver. Voilà. Par contre, les demi-ailes, c'est quand même, ça fait une grosse partie de l'aile, c'est quand même pour moi déterminant sur le comportement en vol. Les plumes, c'est pareil, quand c'est une aile en fait qui a été frottée ou ça s'abîme plus facilement, je vais avoir des valeurs qui peuvent être plus basses, mais c'est quand même beaucoup moins déterminant, surtout que c'est vraiment l'extrémité de l'aile. Voilà. Quand j'ai des valeurs qui sont trop disparates, parfois je multiplie un peu les points de mesure pour vérifier qu'il n'y a pas un point qui est exceptionnellement bas parce qu'on aurait mal posé le porosimètre et qu'on a un petit trou de ronce par exemple. Hyper intéressant, Jérôme, hein, cet appareil quand on ne connaît pas. J'étais passionné. Oui, mais ça a duré très longtemps. On s'excuse déjà auprès de Philippe parce qu'il y a du montage et c'est très découpé. Mais il y a beaucoup d'informations et hyper intéressant de voir la porosité à l'endroit où on le mesure, pourquoi là. Et comme ça, hein, tu as des choses à rajouter par rapport à ça?
Tout à fait. Ce qu'on peut voir là, c'est justement la spécificité d'un atelier, c'est-à-dire la manière dont il va utiliser, parce que chaque atelier utilise le même porosimètre, les met globalement au même endroit, mais comment on va ressortir les valeurs en fait. Et là, l'explication de Fifi, c'est bien de montrer que lui, avec l'expérience qu'il a et tout, il va prendre, on va dire, 5-6 mesures en extra d'eau et il va avoir une pondération, c'est-à-dire qu'il va mettre de l'importance plus ou moins en fonction de la mesure qu'il a pris pour essayer d'avoir quelque chose de cohérent qui va lui parler. Donc ça, c'est une spécificité de l'atelier. Tout le monde ne fait pas la même chose. Et l'autre point aussi qu'on peut rajouter spécifique, c'est s'il voit quelque chose d'aberrant ou qui n'est pas en lien avec l'ensemble, il va pouvoir rajouter 1 ou 2 points de mesure pour essayer d'enlever des points de valeur extrême, par exemple. Oui, c'est ce qu'il explique, c'est que lui, son but, c'est de pas réformer, c'est-à-dire de pas mettre une voile à la poubelle, mais de dire elle est limite ou elle est pas limite, de comprendre, ou ça va. voilà, de comprendre ce qui s'est passé. Voilà. Et je crois que, de mémoire, je crois qu'il ne fait pas de mesures oui, il y a un autre point, je crois qu'il fait pas trop de mesures en intrado, parce que ça, pour lui, pour l'atelier, ça a très peu d'importance. On peut avoir des valeurs très faibles de porosité en intrado, hein. Il existe même des voiles sans intrado, et qui volent très bien, les monopos. Et l'autre point qu'on voit aussi apparaître là, ça va être ce que disent les marques en fait, hein. C'est-à-dire que c'est bien l'atelier qui va prendre la responsabilité de l'interprétation des résultats qu'il fait et on voit là que plein de marques, différentes marques, des grosses marques, des petites marques, n'ont pas les mêmes valeurs de réforme de porosité en temps minimum, on va dire en porosité faible. Voilà, ça c'est aussi important à prendre en compte et c'est peut-être des choses qui vont évoluer dans le temps, ça. Voilà. Et puis là, pas c'est au niveau de important. l'atelier, mais au niveau général, ouais. Bien sûr. Alors, en plus, là, ce que l'on voit dans la vidéo, c'est que c'est dans ce que tu as filmé, c'est un biplace, hein, donc c'est d'autant plus sollicité et j'imagine que ça vole bien plus qu'une voile d'un particulier. Alors oui et non, c'est qu'on ne sait pas. C'est pour ça que ça intéresse pas Fifi le côté subjectif de qu'est-ce qu'il a fait avec la voile. On peut avoir une voile solo qui fait rien mais qui est stockée humide. On peut avoir une voile solo qui est sur des terrains très abrasifs dans le sable, etc. Donc qui avec moins de vol est plus sollicitée. Une qui fait beaucoup de gonflage et qui vole peu, l'autre qui vole beaucoup et qui fait pas de gonflage. Donc il y a plein de critères d'utilisation qui en fait ne vont pas trop orienter. Philippe justement, il se sort de cette orientation pour essayer de rester le plus objectif neutre. entre guillemets, ça. le plus neutre possible. Voilà. Il fait vraiment des tests. Voilà. Justement, je te propose de suivre après la porosité. Vous utilisez le même endroit et le même appareil pour rajouter, faire quelque chose, un petit test étonnant. Moi, je ne connaissais pas. Tu nous en avais parlé, mais je pensais pas que ça se passait comme ça. Regardez, et ça dure quelques minutes et on en reparle juste après. Tu as fini le test de porosité à cet endroit-là, et comme le porosimètre est encore en place, là pareil, on en profite pour faire le test de déchirure sur cette partie-là, partie centrale. Donc tu as un petit dynamomètre avec une aiguille. Voilà. Voilà. Donc là, si on regarde précisément, il y a une trame. Donc cette trame, en fait, nous donne en fait la limite du ripstop, hein. Donc c'est le ripstop, c'est un petit dynéma en fait tissé qui donne en fait vraiment la résistance à la déchirure. Mais je peux commencer à déchirer à l'intérieur du carré et m'arrêter en fait au ripstop. Par exemple. Et ça, je vais quand même le noter. Donc je vais avoir 2 points de mesure. La déchirure à l'intérieur du carré et la déchirure au ripstop. Voilà, donc je vais piquer, je vais planter l'aiguille et je vais tirer doucement. Je fais quand même un petit peu attention pour... voilà, et je vais tirer jusqu'à 1,2 kg. Donc là, voilà, on est à 1,2 kg. D'accord. Et je regarde, là, il n'y a rien qui a bougé. D'accord, donc là, c'est un petit test, on va dire, destructif, mais le trou est très petit, donc tu le laisses comme ça. Je le laisse comme ça. Il y en a qui mettraient une petite pastille ou autre. Moi, je mets rien parce que je trouve que la pastille, elle est encore plus visible. Et que ça n'a strictement aucune importance, en fait, sur la sécurité. Donc là, tu as planté l'aiguille, tu as ensuite tiré perpendiculairement et jusqu'à 1,2 kg, qui est une valeur importante. Et on voit, quand tu enlèves l'aiguille, qu'il n'y a pas d'amorce de déchirure du tissu, même à l'intérieur du carré. Voilà. Donc tu considères que le tissu est très bon là au niveau résistance. Voilà, je dis que le tissu en fait il résiste, il est à 1,2 kg. C'est pas un test destructif.
parce que bon, un tissu neuf, il va destructif le fait que tu fasses un petit trou dedans, quoi. Oui, tout à fait, oui. Non, mais l'idée, en fait, justement, c'est quand même d'avoir une mesure de la résistance sans forcément détruire ou abîmer en fait le truc, que ça soit quasi invisible, qu'il n'y ait pas besoin de réparer. Mais les valeurs de réforme sur la déchirure, c'est 600 grammes. D'accord. 600 grammes en général chez nous sur Wingshop, et j'ai vu que maintenant dernièrement Nova avait diminué même ses valeurs, c'était 300 grammes. D'accord. Voilà. Intéressant ça aussi, Jérôme. Je savais pas qu'on faisait des micro trous dans la voile pour tester la résistance du tissu avec des valeurs qui sont assez impressionnantes. Hein. Il disait des valeurs de réforme de 300 grammes, c'est-à-dire que c'est rien du tout au centimètre carré, quoi. Hein. Voilà, c'est-à-dire que là, quand on voit sur le test, donc le test de porosité permet de vérifier l'étanchéité du tissu, c'est le seul test qui existe qui permet de voir un peu comment le tissu évolue, et c'est la seule mesure qu'on a, il n'y en a pas d'autre. Après, il y a le test de la résistance du tissu, c'est là ce qu'on vient de voir, on plante une aiguille, on tire dessus, on regarde combien en grammes, en centaines de grammes on peut tirer. Là on est arrivé à 1,2 kg, c'est là, il ne va pas plus loin, il va à 1,2 kg, et il regarde ce que ça a fait sur le tissu, ça n'a pas bougé, donc c'est plutôt très solide. Et c'est là où on voit encore des spécificités, c'est que la valeur de rupture minimum pour l'atelier de Wingshop, c'est 600 grammes, alors que certaines marques acceptent que ce soit 300 grammes, c'est-à-dire que le tissu résiste un petit peu moins en fait, avant que ce soit une valeur de réforme. Voilà, donc c'est intéressant à voir ça. Et si vous êtes attentif, regardez le tissu de votre parapente. Quand on dit la trame, quand vous regardez votre tissu, on voit bien des carrés. Les carrés sont faits avec des fils en dynéma, c'est ce qui crée la résistance du tissu. Et ensuite, il y a l'induction, il y a le tissu en lui-même sur cette trame. C'est-à-dire ripstop, c'est-à-dire qu'on ne peut pas, si vous amorcez une déchirure, ça ne se déchire pas comme un drap en coton, hein, c'est que ça s'arrête au niveau des fils de dynéma. C'est pour ça qu'on dit du ripstop. Et puis on le voit, il tire 1,2 kg quand même sur un micro-trou, donc, et ça bouge pas du tout. Donc c'est une résistance globale. Quand tu mets tout bout à bout, tous ces petits carrés, ça fait un truc super résistant, quoi, en fait. Voilà. Alors, c'est pour ça que souvent on dit, mais s'il y a un petit trou, j'ai peur que ma voile vole plus ou pas. Pas du tout. Vous voyez qu'on peut avoir des petits trous et tout qui n'ont pas de conséquences globalement sur l'ensemble de la voile. On commence à réparer des trous quand ils sont un peu plus gros, etc. En recollant du tissu. On se demande souvent comment on répare. Et ben, on remet simplement du tissu, le même autocollant transparent, et on vient mettre comme une rustine en fait. Et quand c'est très gros, sur des parties importantes, on va faire des réparations on va coudre un morceau de tissu. Voilà, mais sinon, c'est souvent collé. Ouais. Hyper intéressant, Jérôme. On a envie d'y rester là, dans cet atelier des heures. On aura l'occasion d'en reparler, de refaire des choses plus longues. On a encore 2 petits extraits pour montrer la suite des opérations. Là, maintenant qu'on a travaillé sur le tissu, on va aller travailler. Philippe travaille sur les suspentes. Je te propose de nous commenter après ce qu'il te montre juste maintenant. Prendre les suspentes ici au niveau de l'intrado, et tu vas comparer droite et gauche, même suspente, c'est ça? C'est ça. Alors, une chose qui est importante, très importante, c'est que tout ce qui est mesuré dans un atelier est fait. Ça, c'est plus ou moins standardisé, c'est-à-dire que tous les constructeurs diffusent à peu près, quasi tous les constructeurs diffusent ces données de cette manière. C'est à 5 kg de tension. Donc, c'est pour ça qu'on voit un poids au fond là-bas. Voilà. Donc, tu mets en tension sur 5 kg avant de vérifier la longueur des suspentes et leur symétrie. Voilà. Si je tire comme ça ou si je tire comme ça, je ne vais pas avoir tout à fait le même résultat, hein, surtout si je suis sur rien. Donc, il y a quand même tout une gestuelle et une pratique en fait qui se met en place. Je vais faire une symétrie, donc ça c'est très simple. Hein. Ouais. Alors là, la symétrie, et en fait, je ne suis pas obligé de la faire à 5 kg, il faudrait que je la fasse sur un point fixe. Là, c'est juste pour montrer. Mais ça va me permettre de vérifier que l'ensemble de la voile est symétrique. D'accord. Et du coup, de détecter éventuellement, en plus du contrôle visuel, s'il n'y a pas une suspente qui a été changée, qui n'a pas été refaite, ou même parfois une toute petite clé qui n'a pas été visible, ou une suspente qui a été accrochée, on n'a pas vu, mais derrière elle a changé de longueur. Ça permet aussi un contrôle visuel des pattes d'attache quand tu les vois passer. Et ensuite, je vais mesurer aussi la totalité de l'aile au laser. On va mesurer les suspentes. Donc, tu utilises un système laser. Donc, tu vas mettre en tension la suspente avec 5 kg et tu vas pointer ton laser à la base de l'élévateur. On voit là-bas. Voilà.
Alors, on va pas détailler tout le process, mais quand même, ce qu'on a fait, c'est que sur la phase de préparation, on a été identifié une ligne de suspente à tester. On a démonté cette ligne, on a refabriqué les suspentes, on a remonté la ligne en fait en place, et la ligne, elle est là. On voit, elle est neuve par rapport aux autres. Elle est beaucoup plus neuve. Elle est beaucoup plus claire. D'accord. Voilà. Donc là, en même temps, ça va me permettre aussi de vérifier que on a bien fait le bon montage. Donc moi, je vais faire des mesures laser, y compris avec d'autres lignes qui seraient montées, ce qui est double contrôle, j'en parlais tout à l'heure, voire triple contrôle. Si jamais on s'était trompé sur les fabrications et qu'on n'a pas la bonne longueur, je vais forcément le retrouver par la symétrie, plus par la mesure laser. Donc là, je fais une mesure laser à 5 kg, d'accord. Donc là, je vais mesurer... on voit le pointage du laser là-bas. Et la valeur enregistre directement là-bas sur l'écran la longueur de la suspente. Voilà, donc là, je passe sur la ligne d'à côté. Voilà Jérôme, on n'a pas tous les détails, on n'est pas rentré dans tout, on voit le principal, hein. C'est impressionnant la précision quand même pour arriver à reconstruire la suspente et pointeur laser quand même, donc ça veut dire que les suspentes sont refaites vraiment à l'identique et replacées à l'identique, hein. Voilà, c'est ça, c'est tout. Fifi parlait de la préparation de la voile, c'est-à-dire que comme il va y avoir un test sur les suspentes pour savoir si elles sont assez solides, il va démonter la suspente déjà. C'est souvent les suspentes avant du milieu qui sont principalement les plus sollicitées. Donc on va aller voir celle qui a été la plus sollicitée. Donc il la démonte, il refait la même suspente avec le même matériau. Ensuite, la suspente neuve qu'il a fait, il la remonte sur la voile et il va commencer ensuite les mesures, puisque là, la voile est étalée par terre, donc il en profite pour mesurer les longueurs des suspentes et vérifier la symétrie. Et toutes ces longueurs de suspentes vont rentrer dans l'ordinateur sur un fichier spécifique et on voit, oui, alors je ne sais pas sur son laser à combien il est, mais peut-être à 2-3 mm au niveau de la mesure de la précision. Et il va mesurer toute la voile, ça va lui permettre de comparer la mesure de toutes les suspentes de cette voile maintenant aux données constructeurs et voir les écarts en fait. Alors il peut y avoir des écarts de longueur, ça peut être des suspentes qui se sont rétrécies souvent à l'arrière, des suspentes à l'avant qui se sont rallongées et en fonction des écarts, il ne faut pas qu'il y ait des écarts de plus de 10 mm en général, c'est des tolérances plus 10 ou moins 10 mm par rapport aux données constructeurs. Suivant ces écarts, l'atelier va pouvoir intervenir sur la longueur de la suspente en faisant des boucles sur les maillons en général pour rattraper ces longueurs-là, pour essayer de se rapprocher des données constructeurs. Ouais, ce qui est génial, et j'ai vu votre discussion tous les deux, c'est qu'après il y a aussi la façon de faire la boucle, l'endroit où on le fait, il y a toute une théorie et une pratique de ces boucles et de comment on raccourcit les suspentes ou on les rallonge. C'est très étonnant. Voilà, il faut re-rentrer dans la tolérance constructeur qui est plus ou moins 10 mm. Donc par exemple, si la suspente a été rallongée de 15 mm, et ben, en faisant par exemple un tour mort sur le maillon avec la suspente ou une tête d'alouette ou un demi-round, on dit un peu plus, on va pouvoir raccourcir la suspente sans jouer sur sa solidité, mais juste rattraper les longueurs. Et une fois que c'est fait, on peut remesurer pour revoir une cohérence dans la voile, quoi. Merci Jérôme pour toutes ces explications. On va passer à la dernière étape sur place chez Wingshop. Explique-nous, là, il va y avoir une rupture de suspente, c'est-à-dire qu'il a remplacé une suspente et il prend une ancienne suspente, c'est ça, du parapente, pour voir la résistance et finalement évaluer à peu près comment ça se passe pour les autres suspentes sur le parapente, c'est ça l'idée ? Tout à fait. Donc l'idée, c'est de prendre la suspente qui est la plus sollicitée. Donc c'est pour ça qu'il démonte la suspente avant et qui est souvent en 2 étages, suspente basse dans ce cas-là et suspente haute, ou des fois en 3 étages. Et il va démonter toute cette ligne. Il va la refaire avec du suspentage neuf. Il va la monter et la suspente démontée va être cassée. Il y a souvent 3 morceaux, la suspente basse, intermédiaire et haute. Et on va casser chaque morceau. On va vérifier la valeur de rupture. Donc, on va jusqu'à casser la suspente et on va vérifier cette valeur de rupture avec une valeur soit de calcul, soit une valeur de réforme. Ça dépend des protocoles ou ça va dépendre de la marque de la voile. Ça dépend du protocole par rapport à cette marque ou même du protocole de l'atelier. C'est-à-dire une valeur sur laquelle on dit que le parapente n'est plus bon, quoi.
En tout cas, Alors la on dit suspente. donc que la suspente n'est plus bonne. La suspente S'il y n'est a plus un bonne, il faut doute, la changer. il va aller voir sur d'autres suspentes, essayer d'investiguer un peu plus pour avoir une bonne vision de la résistance des suspentes. Je te Voilà. propose de regarder comment Bien le sûr. process, comment ça se passe, et puis on en rediscute juste après. C'est la dernière chose que je fais D'accord. sur un contrôle, en général, enfin même non, systématiquement. Pourquoi? Parce qu'en fait, là, c'est un test destructif. D'accord. Donc, avant de faire un test destructif, j'ai tout contrôlé. J'ai fait un contrôle de symétrie, j'ai calé, etc. Si jamais il y avait un problème une fois que la suspente est détruite, si je l'avais fait avant, c'est déjà trop tard. On ne peut pas revenir en arrière. Donc, c'est pour ça que sur mon contrôle, en fait, la rupture de suspente, elle se fait toujours à la fin. D'accord. Donc là, on va. Alors, ton appareil, c'est un Alors là, j'ai un appareil en fait sur lequel je vais installer ma suspente. Donc il y a beaucoup de subtilité. Là, par exemple, je vais installer la suspente en tête d'alouette. Ouais. Mais il y a eu une période où je m'étais pas rendu compte qu'en fait, on avait une concentration des contraintes qui se faisait uniquement en fait sur l'arrondi, qui est pas du tout représentatif de ce que vit la suspente, si tu veux. Une fois installée, quand elle est assemblée sur le parapente, et que en fait, comme il y avait une légère ovalisation, j'arrivais à casser la suspente ici, alors que c'est pas du tout logique. Elle va jamais casser là sur le truc. Donc maintenant, je la monte en tête d'alouette, c'est plus représentatif. Elle cassera jamais ici. Par contre, effectivement, elle va casser. Alors elle casse jamais ici, parce que là, on a deux épaisseurs où elle va toujours casser en général à la sortie ou au milieu, mais dans 95% des cas ou 99% des cas, elle cassera à la limite ici de rupture mécanique en fait, ce qui est logique. Ça se modélise très bien ça d'un point de vue conception. Donc là, tu vas le mettre en place, tu vas fixer la suspente. Donc là, j'ai un bras hydraulique, électrique, voilà, qui va tirer à une certaine vitesse. Ici, j'ai un capteur de mesure. Et là, j'ai la restitution de la mesure de rupture ici sur cet appareil. Sur l'appareil. Voilà. Donc, je vais tirer dessus jusqu'à ce qu'elle casse. Donc on va très bien voir comment hop, et là elle a cassé, là où j'avais dit 87 kg. 87 kg et on voit la rupture à la sortie de la boucle. Ok. Et là on a typiquement en fait un exemple, voilà, d'une voile en fait qui est extrêmement limite aujourd'hui. 87 kg pour un seuil en fait qui est calculé à 80 kg aujourd'hui. D'accord. Okay. Voilà. C'est classique, enfin pas classique, mais c'est un problème sur les billes, c'est qu'on a des suspentes qui vont réduire beaucoup plus vite. Il est coupé net, mais Philippe, désolé encore pour Philippe, il y a beaucoup d'explications, on voulait vraiment vous montrer la technique, comment ça se passe. Impressionnant cette rupture, et là c'est ce qu'il explique sur un bi, les suspentes sont en plus très sollicitées, j'imagine. Voilà, donc là je crois qu'il a pris une suspente intermédiaire ou basse, il la casse et il va vérifier cette valeur en fait par rapport à la valeur minimum acceptée. Voilà, donc si la valeur est trop proche de la valeur minimum, mais si elle est toujours bonne, l'atelier va préconiser par exemple une prochaine révision dans 40 heures d'utilisation. Si la valeur est inférieure à la valeur minimum, il va aller investiguer un petit peu plus loin dans le suspentage pour savoir si c'est vraiment l'ensemble qui commence à être faible au niveau résistance mécanique du suspentage. Et si c'est faible, il peut y avoir plusieurs préconisations, soit le bi est réformé parce que le tissu est pas très bon ou est fatigué, etc. Soit le tissu est encore bon, donc ça vaut peut-être le coup de changer les suspentes, de changer l'ensemble du cône des suspentes. Donc ça, c'est discussion avec le pilote qui va choisir quel protocole il suit, quoi. Et pour finir, Jérôme, avant que l'on termine ce débrief, une fois qu'on a toutes les informations, elles sont toutes regroupées sur une feuille standardisée, c'est ça, en tout cas chez Wingshop, qui est toujours présentée de la même façon, avec des cases, avec des résultats, etc. Et un compte rendu, j'allais dire. Préconisation, voilà, une préconisation de Philippe, une synthèse, une préconisation. Et si c'est dans des préconisations, on va dire un petit peu limite, ou etc., il y a souvent discussion avec le pilote pour savoir ce qu'il veut faire, ou etc., ou c'est le pilote qui appelle pour essayer de comprendre ce qui se passe, etc. Donc c'est pour dire, voilà, la voile en est là, en fait, mais il ne peut pas savoir combien de temps il reste à cette voile, parce qu'il ne sait pas du tout ce que va faire la voile en sortie de révision. Comment elle va être utilisée, etc. Donc, il va lui proposer, par exemple, reviens dans 1 an, reviens dans tant d'heures d'utilisation de vol, etc. Reste attentif, en parlant au pilote, reste attentif au changement de comportement de ta voile,
si tu es attentif, tu peux déceler des changements de comportement de ta voile qui pourraient orienter vers une autre révision ou aller investiguer un petit peu plus, quoi. En cas de, si la voile est usée, ben elle est usée, j'imagine qu'on peut pas changer les caissons, le tissu. En revanche, les suspentes, on peut changer toutes les suspentes éventuellement. Tout à fait. Toujours possibilité. Suivant après les voiles, que ce soit un biplace, des solos et tout, on peut par exemple changer toutes les suspentes basses. Ça, c'est possible d'arriver, c'est-à-dire que la voile est en très bon état, mais il faut changer les suspentes basses ou que les suspentes intermédiaires ou l'ensemble du cône. Après, c'est des questions d'équilibre, de compromis, parce qu'un suspentage complet, ben, c'est une somme d'argent. Donc, on va comparer cette somme d'argent avec le potentiel global de la voile, qu'est-ce qu'on peut encore faire avec, etc. C'est ça qui va décider de changer des suspentes ou pas, ou changer l'ensemble du suspentage ou pas. Bon, Jérôme, c'était hyper intéressant. Merci de nous avoir emmenés dans les coulisses d'une révision de voile. Ce que je te propose, c'est qu'on recontacte Philippe pour faire la partie 2 de cette explication sur la révision, parce qu'il y a énormément de choses et j'imagine que ça, de l'autre côté, vous, de votre écran, vous avez des tas de questions. Du coup, on pourra faire ça en live avec Philippe présent et puis les questions de tous nos amis qui nous regardent, parce que ça, en tout cas, c'était hyper intéressant de voir les coulisses, de voir réellement et concrètement comment ça se passe. Merci en tout cas, Jérôme, de nous avoir emmenés, de nous avoir guidés dans un atelier de révision. Des choses importantes pour conclure, à savoir sur des révisions. C'est pour ça que je pense qu'il y a les points qui vont évoluer en fait. Comment évolue un peu la révision des voiles? C'est que les matériaux évoluent, les concepts évoluent. Ça va être globalement un petit peu il y a une discussion entre tous les ateliers en ce moment de révision pour essayer d'avoir un message cohérent que tout le monde peut comprendre, et aussi peut-être un lien avec les marques un peu plus fort pour que les marques donnent plus, on va dire, d'informations, parce que là, c'est vraiment les ateliers qui prennent toute la responsabilité de leur révision et de la suite du matériel, et des fois avec leur spécificité. Donc peut-être plus de connexion avec les marques qui vont donner des valeurs de rupture, de suspente, parce que tout le monde ne donne pas les mêmes, des valeurs de réforme du tissu, etc. Voilà, plus peut-être de communication entre. Donc ça évolue. L'autre chose qui évolue, c'est que les suspentes sont de plus en plus solides et qu'on fait par contre, donc ça casse pas souvent, et on fait par contre beaucoup de calage maintenant. C'est-à-dire que les longueurs des suspentes changent pas mal, et sur la vie d'une voile, on pourrait refaire, par exemple, c'est ce qu'on fait avec les voiles de compète, beaucoup de calage. En fait, on revérifie les longueurs des suspentes pour les modifier si ça a bougé, pour garder les mêmes comportements de voile. Donc ça, c'est une évolution du matériel. On fait plus de calage que de changer des suspentes, quoi. Merci Jérôme pour toutes ces infos, pour nous avoir emmenés dans les coulisses d'un atelier de révision de voile. On vous donne rendez-vous à un prochain débrief avec Philippe de Wingshop pour nous parler en live et pour répondre à vos questions. Et voilà, parce que là on a monté de la pratique très pratique de comment on révise, mais ça suscite plein de questions et on répondra à vos questions en live. Merci en tout cas Jérôme de cette initiative, de nous avoir emmenés dans l'atelier. C'est des super images, et puis on reproduira l'expérience sur d'autres choses. Il y a plein de choses à oui, montrer. Vu mes compétences pour filmer, hein, t'as voilà. Vu, hein, ça par contre, on va faire petit stage avant parce que on a bien vu le nez de Philippe ou l'oreille gauche, mais voilà. Par moment. Mais bon, c'était sympa en tout cas d'avoir proposé ça et de l'avoir fait comme ça à l'arrache, Jérôme. Merci beaucoup. On se retrouve. N'hésitez pas à poser vos questions. En tout cas, si vous êtes abonné Wingmaster dans la communauté Wingmaster, Jérôme répond hyper rapidement. Et si sur la chaîne YouTube, bien évidemment, et sur Facebook, dans les commentaires. Et Jérôme se fera un plaisir de répondre à toutes vos questions, mais comme je vous le disais, on se refera un live avec Philippe pour des questions plus précises. Merci Jérôme pour cette visite. Bye bye. À très vite. Merci.